Salut, c'est Alex Black. Si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, vous êtes au bon endroit parce que c'est tout ce qu'on raconte ici. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer les notifications. Bon, c'est parti. Une nuit. Là où l'ombre rencontre la lumière, bienvenue dans le mystère. Corbeau au loin, Fade to silence. corbeau au loin. Une nuit durant l'été 1921, un jeune homme qui s'appelle Carl Logis traverse la ferme, une ferme qu'il vient d'acheter dans une zone rurale de l'Ohio. Et il est en route pour aller vérifier ses chevaux et son bétail une dernière fois avant d'aller se coucher. Et donc Carl a un pistolet à la hanche et il a une lanterne dans l'autre main. Et pendant qu'il traverse sa propriété, il regarde autour de lui. Il regarde la maison, il regarde la grange, il regarde le puits, il y a beaucoup de terre. Et à ce moment-là, il ne peut pas s'empêcher de ressentir une vraie fierté. Les autres, tout ça, c'est à lui, tout ça, ça lui appartient. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Carl a toujours rêvé d'avoir ça, d'avoir sa propre ferme. Et il a réussi à l'avoir pour un prix vraiment bas, vraiment, vraiment très bas. Apparemment, les anciens propriétaires étaient vraiment pressés de s'en débarrasser. Et Carl, il a vu ça comme une opportunité en or. Et donc, Carl ne savait pas vraiment pourquoi il voulait partir si vite, mais il s'en fichait. Ça voulait juste dire qu'il avait fait une bonne affaire. Et donc, Carl continue de marcher vers la grange où se trouvent ses animaux. Et au fur et à mesure qu'il s'approche, gardant en tête qu'il fait noir. C'est assez tard le soir. Donc là, soudainement, il sent les poils de sa nuque se dresser. Et il a ce sentiment. Un sentiment impossible à ignorer. Le sentiment qu'on l'observe. Mais Carl, il vit seul. C'est juste lui et ses animaux. Qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un soit là à le regarder. Instinctivement, Carl s'arrête là où il est et il se retourne brusquement. Il pointe sa lanterne un peu dans toutes les directions juste pour voir s'il y a quelqu'un. Mais il n'y a personne. Son champ de vision est limité. Je veux dire, il fait noir dehors, il peut à peine voir plus loin que ce que sa lanterne est capable d'éclairer. Donc, sa lanterne, elle éclaire, mais pas tant que ça. Et pour l'essentiel, il peut voir qu'il n'y a personne dans les environs immédiats, du moins à portée de main, si on veut. Il est seul. Donc, sa pensée suivante, est-ce qu'il y a un prédateur dans le coin? Est-ce qu'il y a un animal qui me regarde? Mais Carl regarde autour de lui et c'est une nuit assez paisible, assez tranquille. Et les anciens propriétaires n'ont jamais mentionné de risque de prédateurs dans la zone. Et donc, Carl se dit que peut-être il est juste paranoïaque. Il est nouveau ici et il ne sait pas vraiment ce que c'est d'être sur cette propriété pendant la nuit. Il se dit, tu réfléchis trop, occupe-toi des animaux et va te coucher. Tout va bien. Carl se retourne et marche vers la grange. Et là, il entre à l'intérieur, il s'occupe de préparer les chevaux et le bétail pour la nuit. Et il est là pendant quelques minutes. Et pour l'essentiel, il a, complètement oublié ce sentiment étrange qu'il a eu en venant. Le sentiment d'être observé. Mais après qu'il a presque terminé, il ne peut pas s'empêcher de ressentir à nouveau ce sentiment-là, ce sentiment que quelqu'un le regarde. Donc, il regarde par la porte de la grange et il voit toujours rien. Mais encore une fois, c'est sombre dehors. Et il regarde autour de l'intérieur de sa grange et encore une fois, il dit « Tu es juste paranoïaque, fais-toi-en pas, tout va bien. » Mais au fond de lui, Carl est nerveux, vraiment nerveux. Entre autres à cause de cette marche qu'il va devoir faire pour retourner à l'intérieur à travers l'obscurité, à travers sa propriété, pour retourner à la maison. Mais il rassemble son courage, il attrape sa lanterne, vérifie son pistolet sur sa hanche, et il sort de la grange et commence à marcher, très rapidement vers la maison. Et pendant qu'il marche, il regarde des deux côtés, il vérifie pour s'assurer que personne n'est là, et il voit personne. Et juste au moment où il est à mi-chemin de sa maison, il y a quelque chose qui attire son attention. Sur le côté éloigné de sa propriété, il y a quelque chose dans le lointain. Et là, il s'arrête et il pointe sa lanterne dans cette direction. Ça éclaire pas beaucoup, on se rappelle. Mais ça éclaire assez pour une chose. Pour voir qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un qui se tient sur sa propriété. D'un côté, il est vraiment beaucoup alarmé, mais d'un autre côté, il reste juste là, figé, puis il tient sa lanterne, puis il regarde cette personne-là.
C'est comme une silhouette blanche, juste là, immobile, qui regarde directement vers Carl. Cette figure-là, elle est quelque part assez près du puits. Et après être resté figé pendant quelques secondes, là, Carl sort de sa stupeur et il crie « Hey, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? » Puis imaginez que la figure, bouge pas, elle réagit pas, elle reste juste là à fixer Carl. Ou du moins, c'est l'impression qu'il a. Finalement, elle se retourne, commence à bouger un peu, et elle s'éloigne de Carl, dans la direction du puits qui est pas trop loin. Et Carl, à ce moment-là, il sait pas ce qui se passe. Il pense que cette personne, c'est peut-être une sorte d'inconnu. Il se dit que peut-être que c'était ça qui était là plus tôt, c'est peut-être ça que je ressentais, peut-être que je me sentais observé par cette personne-là. Carl se questionne, est-ce que c'est juste une personne? S'ils sont plusieurs, est-ce qu'ils vont essayer de me voler? Et c'est qui? Donc là, on se rappelle, il a un pistolet. Il le dégaine et commence à courir après cette personne-là, du moins la silhouette blanche. Et pendant qu'il court, sa lanterne, elle essaie d'avant-arrière. Et quand il arrive enfin au puits, il réalise qu'il a perdu cette personne. Elle est juste partie. Elle est complètement disparue. À ce moment, Carl ne sait pas vraiment à quoi penser de tout ça. Il ne sait pas où cette personne-là est allée. Il ne sait pas si elle a fait demi-tour. Il ne sait pas s'ils sont plusieurs. Est-ce qu'ils vont essayer de rentrer dans sa maison? Lui, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas qui c'était. Donc, tout ce qu'il peut faire, debout, près du puits, assez essoufflé d'avoir couru avec sa lanterne et son fusil, c'est de crier dans le noir. Il crie qu'il n'a pas peur de l'utiliser, qu'ils ou ils n'ont pas à revenir, sinon ils vont en baver. Et malgré toutes ces menaces lancées là dans l'obscurité, il n'y a toujours pas de réponse. Et il voit cette figure blanche-là nulle part, comme disparue. C'est juste sombre et silencieux dans toutes les directions. Et donc, pendant un moment, Carl reste là, à côté du puits, à regarder, s'attendant presque à voir cette figure-là réapparaître. Mais elle réapparaît jamais. Et finalement, quand il a l'impression que tout s'est calmé sur sa propriété, il retourne et il court jusqu'à sa maison. Il entre et verrouille la porte derrière lui. Maintenant, le lendemain matin, quand Carl se réveille, il essaie de se dire que tout ce qui s'est passé la nuit d'avant, c'était une anomalie. Peut-être que c'était un voisin qui était passé, un voisin timide. Peut-être que c'était un potentiel intrus ou un voleur. Ils ont eu peur des menaces. Carl se dit que quoi que c'était la nuit dernière, il le reverrait probablement jamais. C'était réglé. Mais Carl avait tort. Presque chaque nuit à partir de cette nuit-là, pendant l'année suivante, aux alentours de 21h30, chaque soir, vers l'heure où Carl allait à sa grange vérifier les animaux avant d'aller au lit, il voyait toujours cette figure-là. Et ils n'étaient jamais assez proches pour que Carl puisse vraiment voir qui c'était ou avoir une idée de ce qu'elle voulait. Elle était toujours là, quelque part, pas loin de la propriété, souvent près du puits. Toujours à regarder Carl à chaque fois qu'il sortait de la grange. Il finissait toujours par se mettre à crier après la silhouette, courir après, et à un moment, il a même tiré dans la direction de la silhouette. Mais à chaque fois, la figure, sans rien dire, s'éloignait, marchait, toujours dans la direction du puits. Et là, Carl perdait sa trace. Elle disparaissait, juste comme ça. Et maintenant, autant Carl voulait vraiment prétendre que c'était juste quelque chose d'explicable, quelque chose de probablement banal, c'est que c'était juste une personne qui venait sur sa propriété et qui échappait à sa capture ou qui finissait toujours par réussir à se sauver. Autant il souhaitait que ce soit l'explication. Mais Carl savait. Malgré le fait qu'il n'était pas vraiment superstitieux, malgré le fait qu'il ne croyait pas au paranormal, malgré tout ça, il sentait que ce qu'il voyait, c'était un fantôme. Je veux dire, quoi d'autre ça pourrait être? Une figure blanche qui flotte au loin, qui disparaît chaque nuit, c'est un fantôme. Et aussi, une autre partie de Carl pensait, les anciens propriétaires, peut-être qu'ils étaient vraiment pressés de vendre cette propriété-là à cause de ça, pratiquement à perte, on se rappelle. Donc, c'est comme s'ils voulaient juste se débarrasser de cette propriété. Et là, Carl commence à faire des liens. Il ne pouvait pas s'empêcher que peut-être il y avait un lien entre ce qu'il voyait et pourquoi ils étaient partis. Mais la seule chose à laquelle Carl s'accrochait, c'était que malgré à quel point tout ça était troublant et à quel point c'était terrifiant de voir cette figure-là flotter sur sa propriété, la réalité, c'était que c'était assez prévisible. Chaque soir, vers 21h30, il voyait ce fantôme. Donc là, ça affectait pas les animaux. C'était juste terrifiant pour lui. Et il a accepté ça. Et c'est devenu une espèce de nouvelle normalité. Jusqu'au 1er août 1922. Ce qui était presque exactement un an après que Carl avait acheté cette propriété.
Ce jour-là, Carl remarque que ses chevaux, son bétail, ils arrêtent de boire l'eau. L'eau du puits qu'il leur donnait depuis 1 an. Et depuis qu'il était là, ils n'avaient jamais eu de problème avec cette eau-là. Mais ce jour-là, ils arrêtent juste de la boire. En fait, ils étaient même nerveux autour de l'eau. Comme s'il y avait quelque chose dans l'eau qui les perturbait. Carl goûte l'eau, mais pour lui, elle a un goût normal. Mais il suppose que il doit y avoir quelque chose dans l'eau qui la rend un peu pour les animaux. Et donc, ce qu'il doit faire, naturellement, c'est nettoyer l'eau. Ce qui veut dire, drainer le puits. Se débarrasser de toute cette eau sale-là. Et laisser le puits se remplir à nouveau. Et avec un peu de chance, à ce moment-là, elle sera propre. Donc, Carl va au puits, et souvenez-vous, c'est toujours à cet endroit-là que la figure finit par disparaître. Et au fur et à mesure que l'eau commence à se drainer, il réalise qu'il y a quelque chose dans le puits. Clairement au fond du puits. Quelque chose qu'il n'aurait jamais pu voir s'il n'avait pas drainé le puits. Et le voilà en train de le drainer. Il regarde au fond et il n'arrive pas vraiment à distinguer ce que c'est. Mais finalement, l'eau est assez basse pour que ce soit assez évident ce qu'il y avait au fond de son puits. Et à ce moment-là, il a allé chercher le shérif. Il s'est avéré que 5 ans plus tôt, la ferme de Carl appartenait à un autre homme qui s'appelait Frank Lurman. Et Frank, quand il était là, il avait plusieurs employés, dont un jeune ouvrier agricole qui s'appelait Henry Lippenstick. Et un jour, Henry avait disparu. Il avait complètement disparu. Et Henry n'avait pas de famille ou d'amis proches qui vivaient dans le coin. Donc, en gros, tout le monde en ville supposait qu'Henry devait juste avoir quitté la ville. Mais une des voisines de Frank avait dit au shérif à l'époque qu'elle croyait pas vraiment ça. Elle pensait que peut-être Frank lui-même avait peut-être fait quelque chose à Henry. Parce que selon elle, Frank et Henry se disputaient tout le temps à propos d'argent. Il y avait clairement une vraie tension entre ces deux-là. Le shérif a essayé d'enquêter sur Frank pour voir s'il y avait une légitimité à cette accusation. Mais en même temps que cette enquête-là commençait, Frank a brusquement vendu sa propriété et déménagé. Et sans vraie preuve, le shérif ne pouvait pas prouver qu'il y avait eu un crime. Et donc, il a juste dû classer l'affaire et passer à autre chose. Jusqu'à ce que Carl, 5 ans plus tard, draine le puits. Et soudainement, l'affaire Henry Lippenstick était résolue. Parce qu'au fond du puits, Carl a trouvé le corps, on peut s'imaginer, très décomposé de Henry. Il était à ce moment-là pratiquement squelettique. Mais il pouvait dire que c'était bel et bien Henry. Une autopsie a plus tard révélé qu'Henry était mort d'un traumatisme crânien par objet contondant. Et sa mort a été classée comme un homicide. Frank a été éventuellement arrêté et reconnu coupable de meurtre au second degré. Mais il a seulement purgé 7 mois avant que ses charges soient abandonnées pour insuffisance de preuves. Et il a été libéré. Quand ils ont sorti les restes d'Henry du puits pour donner une sépulture moins convenable, ils ont remarqué qu'il portait une montre. Et la montre s'est arrêtée à 21h35. Précisément l'heure à laquelle Carl, pendant toute une année, a vu cette figure blanche-là qui courait tout le temps au loin, qui disparaissait vers le puits, là où le corps de Henry était situé. Après que le corps de Henry a été, disons, correctement enterré, Carl n'a plus jamais revu cette figure blanche-là sur sa ferme. Aussi, on pense que les propriétaires précédents, juste avant Carl, ceux qui lui ont vendu la propriété à rabais, probablement qu'ils l'ont vendu parce que eux aussi avaient vu le fantôme d'Henry. Assez tard, une nuit durant l'hiver 1933, un jeune noble qui s'appelle Anton Hulberg verse une autre tournée de bière, de verre pour tous ses amis qui sont assis dans un de ses nombreux bars, dans un immense château qu'il possède, un peu dans le sud de la Pologne. Et après avoir versé ses verres, Anton commence à marcher un peu maladroitement vers la table où ses amis sont assis. Et parce qu'Anton est pas mal ivre, et parce que lui et ses amis boivent depuis des heures et jouent aux cartes et font la fête, Anton trébuche à un moment et renverse à peu près la moitié des verres sur le tapis. Et parce qu'il est tellement ivre, il trouve ça vraiment drôle et ses amis aussi. Ils éclatent tous de rire pendant qu'il ramasse les verres à moitié vides sur le tapis. Mais au lieu de retourner remplir les verres, Anton, comme une blague, va vers la table, s'assoit et distribue ces verres-là qui sont pratiquement vides à ses amis. Mais tout le monde trouve ça tellement drôle qu'ils se lèvent même pas pour aller chercher plus de verres. Ils sont tous tellement ivres et contents qu'ils continuent juste à jouer aux cartes. Et pendant qu'Anton est assis là et que tout le monde rit et sourit, l'ami qui est le donneur pour cette manche de blackjack-là commence à distribuer. Et pendant qu'il le fait, il y a soudain un craquement vraiment fort, vraiment très très fort, qui vient de juste au-dessus d'eux. Et c'était tellement fort et tellement prononcé que même dans une pièce assez bruyante remplie d'hommes ivres qui jouent aux cartes, tout le monde l'a entendu. Il y a eu un moment de silence, tout le monde a comme
enregistrer qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous. Et dans ce soudain calme, Anton dit tout simplement « c'est le moine ». Maintenant, pour la plupart, tout le monde à la table, tous les amis d'Anton qui étaient là, ils avaient entendu l'histoire du soi-disant moine, un moine encapuchonné, qui apparemment hante le château. C'est du moins ce qu'Anton disait. Mais une personne qui était là ce soir-là était un nouvel ami d'Anton et ils n'avaient pas entendu l'histoire du moine. Et cet ami-là dit « de quoi tu parles? C'est qui le moine? C'est quoi cette histoire-là? » Et immédiatement, tout le monde fait un peu « ah, c'est reparti, encore son histoire de moine. » Parce qu'Anton regarde son ami et fait « ah tu n'as pas entendu l'histoire du moine encapuchonné. Laisse-moi te raconter. » Et puis Anton raconte à cette personne-là, les autres personnes qui ne l'avaient pas entendu, pendant que, le reste de ses amis font tous « arrête, c'est n'importe quoi cette histoire-là, c'est pas vrai. » Mais Anton raconte à ces personnes-là l'histoire, que quand il a pris possession de cet immense château, on lui a dit que tout allait bien. Sauf qu'il y a une chambre en haut qui est totalement interdite, parce qu'apparemment, elle est hantée par un moine encapuchonné. Un moine maléfique qui patrouille dans la chambre. Et Anton dit à son ami qu'en fait, il n'était jamais entré dans cette chambre-là, parce qu'il croyait que cette histoire-là était vraie. Que peut-être, juste peut-être, il y avait vraiment un esprit malveillant. Une figure de moine encapuchonné qui était là-dedans, qui rôdait. Et aussi, il y avait des tonnes de chambres dans son château, donc il n'avait pas besoin d'y aller. Il ajoute, juste au-dessus de nous, c'est cette chambre interdite-là. Donc peut-être que ce craquement qu'on a entendu, c'était le moine. Maintenant, encore une fois, en gros, tout le monde dans la pièce connaissait cette histoire-là parce qu'Anton adorait raconter l'histoire, adorait raconter comment son château était hanté. Mais c'est tout ce que c'était, juste une histoire. Une histoire qu'Anton racontait. Mais cet ami-là, quand il a entendu l'histoire d'Anton, sa réaction a été « attends une minute, tu as une chambre dans ce château que tu possèdes dans laquelle tu es littéralement jamais entré parce qu'il y a un fantôme dedans. » Et il dit « est-ce que tu me niaises? » Je comprends pas. Si t'es jamais rentré dans cette chambre pour cette raison-là. Pour lui, ça fait aucun sens. Pendant qu'il le dit à voix haute, tous les amis d'Anton ont commencé à réaliser une chose. À quel point ça avait l'air lâche pour Anton de jamais y être entré. Soudainement, cette histoire-là faisait passer pour un trouillard. Et tout le monde se met à l'embêter. Il dit « ouais, Anton, pourquoi t'es jamais rentré dans cette pièce-là? Ouais, voyons, allez, mec, c'est ton château. Va dans cette chambre. » Et assez rapidement, Anton était plus ou moins content de parler de cette histoire-là. Il a fait « bon, oubliez cette histoire-là. On peut recommencer à boire, jouer aux cartes, on passe à d'autres choses. » Mais personne ne voulait lâcher le sujet. Jusqu'à ce que finalement, il le défie. Ils disent non seulement tu devrais y aller, mais ce soir, tu devrais passer la nuit dans cette chambre pour nous montrer que tu n'as vraiment pas peur, que tu es un homme. Et finalement, Anton était quand même très ivre à ce moment-là. Il voulait défendre sa fierté. Et finalement, il dit « OK, bon, j'y vais et je vais passer la nuit là-bas. Je suis pas un peu heureux. Je vais vous montrer que c'est pas juste une histoire, que c'est pas grave, finalement, que j'ai pas peur. » Maintenant, après qu'Anton a vaguement accepté ça, il pensait probablement que les gars allaient oublier, qu'ils allaient juste continuer de jouer aux cartes, qu'ils allaient continuer de boire, et qu'au final, à la fin de la soirée, personne n'allait se rappeler que Anton avait dit ça, que personne allait s'assurer qu'il allait vraiment aller dans la chambre et passer la nuit, qu'ils allaient oublier, bref. Mais non, les amis n'ont pas lâché. Et à la fin de la soirée, quand ils avaient terminé leur partie et que tout le monde était assez fatigué, ils ont tous dit « bon, OK, Anton, on va t'accompagner jusqu'à ta chambre. » Juste pour s'assurer que tu vas bel et bien non seulement y aller, et aussi dormir. Et enfin, on va voir à quoi ressemble cette chambre. Parce qu'Anton avait, à ce moment-là, publiquement déclaré qu'il n'avait pas peur et qu'il allait le faire. Il a dit « OK, allons-y. » Et donc, le groupe, avec Anton en tête, il quitte le salon. Ils montent les escaliers jusqu'au 2e étage, ils vont dans le couloir jusqu'à la chambre où il y a supposément ce fantôme de moine, le moine encapuchonné, là. La chambre où il réside, la chambre qu'il surveille. Mais Anton n'était jamais rentré dedans. Du moins, c'est ce qu'il disait. Ah oui, mais la porte était barrée. Là, Anton prend la clé, s'approche et déverrouille nerveusement la porte. Et puis, avant de la pousser, il se retourne vers ses amis. Et là, il dit « OK, j'y vais. » Juste pour voir s'il voulait vraiment qu'il le fasse. Et tous ses amis le regardent un peu hésitant et ils disent « Vas-y, fais-le. » Et Anton, il va. Là, Anton pose maintenant les yeux à l'intérieur de la chambre pour la première fois. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. C'était une chambre, il y avait des vieux meubles là, un peu entassés à l'intérieur qui avaient l'air d'être là, disons, depuis des centaines d'années, couverts de poussière. Et il y avait évidemment le classique des toiles d'araignée un peu partout. Mais en gros, ça avait pas mal juste l'air d'une vieille chambre abandonnée que personne n'utilisait.
de quoi d'assez banal. Et donc, ses amis font, bon, ben, OK, Anton, vas-y, entre à l'intérieur. Et Anton dit, OK, ben, je vous vois demain matin. Et il entre dans la chambre. Ensuite, ben, il ferme la porte. Et puis, ses amis, ben, retournent tous dans le couloir et ils vont dans leur chambre respective où ils dorment. Et tout le monde va se coucher. Plusieurs heures plus tard, au milieu de la nuit, pendant que tous les amis dorment, il y a soudain un cri extrêmement fort, un cri à glacer le sang, qui semble venir de la chambre où Anton est, dans la chambre hantée. Les amis sautent de leur lit, courent dans le couloir, et ils arrivent à la porte. Ils essaient de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Et là, ils commencent à frapper sur la porte en criant « Anton, est-ce que ça va? » Parce que même s'il l'avait poussé à faire ça, il l'avait défié à le faire, il ne pensait pas vraiment qu'il y avait un risque. Sinon, ils n'auraient pas insisté. Mais en même temps, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose de dangereux à l'intérieur de la pièce. Donc là, ses amis sont vraiment inquiets, vraiment inquiets pour Anton. Ils veulent s'assurer au moins qu'il va bien. Mais après avoir frappé, après avoir crié, après avoir essayé d'ouvrir la porte, pas de réponse. La chambre hantée où Anton était complètement silencieuse. Et les amis, échangent des regards assez inquiets, se disent là, on n'a pas le choix d'entrer à l'intérieur, il faut s'assurer qu'il va bien. Il y a nécessairement quelque chose qui cloche, parce que c'était un cri de quelqu'un en danger. Anton pourrait du moins être blessé, donc là, il commence à essayer de défoncer cette porte-là, à la frapper, à la percuter, jusqu'à ce que finalement, ils arrachent littéralement la porte de ses gonds. Quand ils regardent dans la chambre, ils voient ce qui se passe. Ils s'en croient pas leurs yeux. Quand Anton est entré dans la chambre pour passer la nuit, ses amis se souviennent d'avoir entendu le son de lui qui tourne la clé et qui verrouille la porte de la chambre derrière lui. Donc Anton est dans cette chambre hantée et il s'est enfermé à l'intérieur. Et il n'y a aucun moyen d'entrer ou de sortir de cette chambre-là. Donc, il n'y a pas de doute, il est là-dedans, totalement seul, et il a verrouillé la porte. Donc, je dis ça pour que vous gardez ça en tête. Maintenant, quelques heures plus tard, après avoir entendu le cri, les amis, on se rappelle, arrivent, défoncent la porte, l'arrachent littéralement de ses gonds parce qu'elle était verrouillée, et ils trouvent Anton. Et il est mort. Il est tout simplement couché sur le lit, sur le dos. Et le seul signe que quelque chose lui est arrivé, c'est une marque rouge autour de son cou. Comme une marque de ligature. Une fine marque de ligature rouge autour de son cou. Mais il n'y a pas de corde ou de fil nulle part dans la chambre. Il n'y a pas de signe de lutte non plus. En fait, il n'y a vraiment rien d'autre dans cette chambre à part Anton. Et il est juste inexplicablement mort, avec la marque autour de son cou. Les autorités se sont impliquées, ils ont fouillé la chambre de fond en comble, ils n'ont jamais trouvé de fil. Rien qui aurait pu laisser ces marques-là sur son cou. Ils ont aussi fait une autopsie sur Anton, mais ils n'ont pas pu déterminer quelle était la cause de son décès. Et donc, juste le fait qu'Anton soit mort d'une façon vraiment inexplicable dans une chambre qu'il disait être hantée, c'est assez mystérieux. Mais ça devient encore plus mystérieux quand on considère toute l'histoire qui tournait autour de ce fantôme-là qui hantait le château. Donc Anton, quand il racontait typiquement l'histoire, il disait juste en gros, il y a un moine encapuchonné maléfique qui est en haut dans une des chambres, et c'est pour ça que j'y vais pas. Il dit, c'est ça, c'est l'histoire. Mais la vérité, c'est que c'est pas toute l'histoire. Ça, c'était la version qu'Anton racontait. Toute l'histoire, c'était que ce château était hanté depuis des centaines d'années. Il y a un moine maléfique qui vit dans cette chambre en haut. Et si vous y entrez, le moine maléfique va vous tuer en vous étranglant avec une fine corde. C'est ça l'histoire en réalité. Donc, ça fait vraiment réfléchir parce que, à ce jour, personne ne sait encore comment Anton Hallberg est mort. Seul, dans une chambre verrouillée, lui seul ayant la clé, après avoir été apparemment étranglé par une corde qui n'existait pas. Donc voilà ce qui s'est passé, deux histoires assez épeurantes qui m'ont donné un petit peu de frisson dans le dos quand je les racontais. Vous avez un fantôme qui essaie de mener quelqu'un vers son propre corps, un moine maléfique qui étrangle quelqu'un avec une corde invisible. On pourrait qualifier ça d'assez étrange. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à ce genre d'histoire-là? Est-ce que vous croyez aux esprits? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, j'en ai d'autres sur ma chaîne. Et si vous avez des idées ou des histoires que vous aimeriez peut-être avoir en vidéo dans ce format, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine. Entre le réel et le paranormal, les zones où tout bascule. Y a toujours plus que ce qu'on nous montre. Derrière chaque fait divers, une vraie rencontre avec le côté sombre de l'humanité. Là où l'on rencontre la lumière, se cachent les mystères, les fantômes du passé qui reviennent, les crimes parfaits qui ne sont jamais.
Là où l'ombre rencontre la lumière, yeah.